Bonjour Marie-Christine Tabé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce livre, c'est un peu le deuxième volet de Sexus Politicus qui avait créé l'événement il y a 15 ans maintenant en évoquant les secrets d'alcôve du monde politique. Depuis, il y a eu le mouvement MeToo. Alors sexe et pouvoir ont souvent fonctionné ensemble. C'est terminé aujourd'hui ? Non, sexe et pouvoir ne font plus très bon ménage en fait à partir depuis. Alors 2017, effectivement, c'est le tsunami qu'on connaît dans le cinéma, dans le monde de la culture. En politique, il y a un peu de résistance. Il faut attendre à peu près 2021 pour qu'en France, en tout cas, il commence à se passer quelque chose. Si on relisait Sexus Politicus aujourd'hui, est-ce que ce qu'on considérait comme des Don Juan à l'époque seraient aujourd'hui des prédateurs ? C'est exactement ça. La première chose qu'on a faite, c'est de relire effectivement cet ouvrage. Et c'est vrai que l'homme politique était à l'époque extrêmement idéalisé. C'est-à-dire c'était un Don Juan. C'était Valéry Giscard d'Estaing qui offrait des draps de soie à Mireille d'Arc. Donc c'était une autre vision de l'homme politique. Aujourd'hui, on a basculé de la séduction à la prédation et on a changé de monde en fait. Est-ce que vous avez subi des pressions pour la sortie de ce livre ? Non, on n'a pas suivi de pression en tant que telle. En revanche, autant pour Sexus Politicus, il y avait une volonté assez aisée des hommes politiques et des femmes politiques de s'exprimer. Aujourd'hui, auprès des hommes politiques, c'était beaucoup plus compliqué. Alors justement, vous revenez dans ce livre sur les affaires marquantes des derniers mois, voire des dernières années, Quatennens, Bayrou, Darmanin, Abad. Qui avez-vous rencontré pour cette enquête ? Alors comme vous l'avez vu, on les a bien décrits, on en a rencontré plusieurs, mais aucun n'a voulu s'exprimer à visage découvert. Donc c'est du off ? C'est du off, absolument. On ne les a pas tous rencontrés, mais on en a quand même rencontré quelques-uns. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages de femmes. Exactement. Dans ce livre, mais assez peu d'hommes. C'est pas facile aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qu'ils ne veulent pas aborder. Ils sont mal à l'aise avec ce sujet-là. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que alors il y a ceux à qui on reproche des choses et qui ont effectivement peur ou qui sont sous le coup d'enquête judiciaire, mais il y a aussi ceux qui se demandent ce qu'ils ont pu faire de bien ou de pas bien, parce qu'ils n'ont plus exactement le sentiment, exactement, les codes de cette jeune génération, parce que ces femmes, entre guillemets, qui les traquent, sont quand même assez jeunes, militantes, et elles sont venues à la politique pour le féminisme et par le féminisme. Parler. Mais ça veut dire que chez les hommes politiques, il y a quand même ce réexamen de leur passé, ce questionnement aujourd'hui que vous avez pu constater ? Exactement. Il y a une forme d'introspection, c'est-à-dire, parce qu'on voit bien quand même que ce qui leur est reproché, ce sont à la fois des choses très graves et des choses dont une femme de ma génération pourrait penser qu'ils sont un peu anecdotiques. On apprend par exemple dans ce livre que Gérald Darmanin est ami avec Valérie Hervaux, qui est ancienne patronne des Chandelles, boîte échangiste Select. Elle téléphone à son cabinet en 2021, au moment où il est accusé de viol par une ancienne escort girl, pour lequel un non-lieu a été prononcé 2 fois. Vous dites qu'il vit à cette époque comme quelqu'un d'assiégé. C'est ça. Alors, il faut bien rappeler en fait, il y a eu plusieurs enquêtes le concernant. Il a été blanchi, en fait, par la justice. Ouais, oui. Et nous, on est allé voir Valérie Hervaux, la patronne donc, des Chandelles, ce club échangiste, parce que toute la classe politique l'a fréquenté tout de même. Et donc, ce qui nous intéressait dans cette anecdote, c'est qu'elle-même s'est sentie obligée, parce qu'elle a rencontré plusieurs ministres de l'Intérieur, d'appeler le cabinet de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il est intervenu ? Il n'est pas intervenu ? Non, l'histoire ne le dit pas. L'histoire, elle se dit que cette femme a connu suffisamment d'hommes politiques pour se permettre ce type de demande. Sur cette enquête sur Gérald Darmanin, alors vous le dites et on le répète, il a été blanchi par la justice. Est-ce qu'il a, au vu de cette enquête, un rapport problématique avec les femmes et est-ce que ça peut être un frein à une ascension politique ? Alors, en tout cas, il est considéré par le monde féministe, celui que l'on décrit, c'est-à-dire ces militantes, comme un homme avec un comportement problématique. La justice l'a blanchi à chaque fois. Donc, à partir de là... Vous évoquez les affaires Quatennens, Coquerel, l'affaire Julien Bayou, accusé de violence psychologique par une ancienne compagne, mais sans aucune poursuite, là encore. Il fait partie de ces condamnés au soupçon. Expliquez-nous ce que veut dire ce terme. Alors, il y a plusieurs choses dans ce terme. C'est-à-dire, il y a les condamnés au soupçon, en fait, ceux dont la réputation a été entachée parce qu'il y a eu une accusation. Et puis après, il y a les condamnés au soupçon judiciaire, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y a prescription. Il y a une accusation. La justice ne sait pas comment traiter ces affaires. Aujourd'hui, elle ouvre systématiquement une enquête. Et puis, comme elle n'arrive pas à enquêter, elle dit ce
comment dire, la plaignante, les faits constatés sont crédibles. Mais il n'y a pas d'enquête et il n'y a pas de justice. Ça, c'est un problème qu'on avait envie de souligner dans ce livre. Derrière les accusations, il y a donc des plaignantes, il y a aussi des militantes féministes, organisées ou pas, mais un mouvement de fond, dites-vous, qui cherche selon quoi, selon votre enquête? Est-ce que c'est une revanche ou une réparation? Un peu les deux. Déjà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a ces très jeunes femmes qui vivent en comptant les féminicides quasiment chaque jour, qui ont été dans des milieux associatifs, qui se sont battus pour la cause des femmes et qui sont vraiment dans une réparation. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on fait réparer à un homme ce que l'on reproche à une société d'être masculiniste depuis 2000 ans? Ça, c'est un des sujets qu'on lève dans notre livre. Et puis, il y a des militantes plus aguerries, comme Sandrine Rousseau, qui n'oublient pas de faire de la politique. On rappelle quand même les chiffres, moins de 10% des victimes de violences sexuelles portent plainte, 80% des plaintes sont classées sans suite, moins de 1% des viols en France sont jugés aux assises. La justice échoue, ce tribunal éthique, c'est quoi? Il la complète, il la remplace? Parfois, est-ce que ça peut poser problème? Oui, ça pose problème. On ne peut pas considérer qu'à partir d'un compte anonyme ou de plusieurs comptes anonymes sur Twitter, on va condamner un homme ou une femme d'ailleurs. On ne le voudrait pas en termes de racisme ou d'antisémitisme, donc on ne peut pas l'accepter. Il faut que la justice évolue, elle ouvre aujourd'hui systématiquement des enquêtes. Mais elle doit encore progresser au vu de ces chiffres. On a rencontré un très haut magistrat qui nous a expliqué, François Molins, que c'était parmi les enquêtes les plus difficiles à conduire. Dernier chiffre, et vous le dites dans l'un des derniers chapitres du livre, selon une enquête du réseau Élu ES local, 74% des femmes disent avoir subi des violences verbales, parfois physiques, harcèlement, injures de la part d'un autre élu. C'est une enquête de 2021. Ça veut dire quoi? Tout change, mais rien ne change? Ça veut dire que nous sommes dans un point de bascule. C'est en train de changer, mais ça va être long. Merci beaucoup, Marie-Christine Tabé, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la co-autrice avec Christophe Dubois de Sexus Diabolicus chez Albin Michel. Merci à toutes les deux.